Alors bonjour à tous, les premières SPSVT, voilà le premier chapitre de géologie pour vous dire un petit peu les choses importantes, même si vous avez le poly que vous avez peut-être d'ailleurs déjà devant vous. Alors comme d'habitude, je vais faire dérouler mon diaporama et puis je vais vous donner des explications au fur et à mesure. Donc si on avait été en cours, j'aurais commencé par peut-être ce document qui vient d'ailleurs de votre livre. Jusqu'à la fin du XXe siècle, vous voyez qu'il y avait des mines de potasse pour faire de l'engrais en Alsace. Et vous voyez que les gens là travaillaient à 800 mètres de profondeur et travaillaient déjà à 47 degrés Celsius. Donc vous avez peut-être vu, je crois que c'est page 141 de votre livre, qu'en Russie, le forage le plus profond qui a été fait, il va jusqu'à quasiment 12 500 mètres. Donc vous voyez que pour aller voir ce qu'il y a dans la structure interne de la Terre, eh ben on reste vraiment que en surface. 13 km, c'est pas très très profond. Et du coup, on ne peut pas non plus aller retirer des échantillons pour voir physiquement ce qui s'y passe. Il va falloir se faire autrement et puis trouver des moyens d'explorer l'intérieur et la profondeur du globe sans y aller physiquement voir. Donc nous sommes dans la partie 3 du cours, la dynamique interne de la Terre, le premier chapitre, chapitre 1, la structure du globe terrestre. Alors pour vous y repérer, à chaque fois je mettrai le petit sommaire pour vous dire à peu près où on en est arrivé. Donc le problème de ce chapitre, c'est bien de comment se faire une idée de la structure interne, y compris en profondeur, de la Terre et de son fonctionnement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait connaître la structure interne de la Terre? Éventuellement, on a besoin d'aller trouver des ressources. En géologie, il y a une grande partie recherche de ressources. Et d'autre part, on a besoin de maîtriser des risques géologiques. Donc tout l'intérêt de savoir comment fonctionne le globe en profondeur. Hop, on va commencer par la croûte terrestre, voir la croûte terrestre, et tout d'abord voir la différence entre croûte continentale et croûte océanique. C'est là que vous pourrez mettre votre TP1 sur la nature de la croûte terrestre que je vous ai fait faire à distance. Première petite courbe qui est un petit peu complexe à comprendre. Vous avez l'altitude en axe vertical et puis en axe horizontal, vous avez le pourcentage de la surface terrestre. Donc vous voyez que là, vous avez un grand pourcentage de la surface terrestre qui est aux alentours de 300 mètres, qui représente les terres émergées. Et puis, on a une autre grande surface, gros pourcentage de surface de la surface terrestre, pardon, qui est à moins 5000 mètres quasiment de profondeur. Ce sont les fonds sous-marins. Donc, si toutes les surfaces étaient équitablement distribuées, on devrait avoir un pic qui se situerait, un pic des pourcentages de surface terrestre qui se situerait à peu près peut-être à 2000 mètres de profondeur, avec un seul pic. Là, on a un double pic. C'est une courbe dont on dit qu'elle est bimodale. Il y a deux modes, il y a deux pics, ce qui montre qu'il y a deux types de terrains très différents. Il faut comprendre du coup des terrains qui sont plutôt émergés, une grande surface de terrains qui sont plutôt émergés, qui ont des caractéristiques qui leur sont propres, et une autre distribution de terrains qui sont plutôt immergés et qui ont eux aussi des caractéristiques qui leur sont propres. Donc on va passer à la suite et on va explorer les roches de la croûte continentale qui seraient les parties émergées et des roches de la croûte océanique qui serait la partie immergée tout simplement. Alors, si on regarde la surface de la croûte continentale, ben là on a pris une petite carte de France, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Alors vous connaissez peut-être Ploumanac dans les Côtes d'Armor, c'est du granit rose. Vous avez la trachyte du Puy-de-Dôme, donc le Puy-de-Dôme, pour ceux qui ont été voir peut-être, c'est la chaîne des volcans d'Auvergne, et on va trouver donc la trachyte qui est une roche volcanique. Le granit étant une roche, le granit de Ploumanac est une roche plutonique, toujours pour s'y remettre dans les rappels qu'on a vus la semaine dernière. Dans la région parisienne, on va trouver des grès, comme les grès de Fontainebleau par exemple, donc une roche sédimentaire, d'origine sédimentaire, constituée de petits grains de sable qui se sont indurés.
Dans le Vercors, on va trouver des calcaires, donc là aussi des roches sédimentaires. On voit bien hein, les couches parallèles, les bancs de sédimentation parallèles de calcaire. Et enfin, les gneiss du Tanneron. Alors, les gneiss, ce sont des roches métamorphiques, c'est-à-dire des roches qui ont été transformées par une augmentation de pression et de température. On y reviendra plus tard. Bon, voilà, en surface, on peut trouver des roches relativement diversifiées. En profondeur, on va retrouver, et on l'a vu dans le TP, essentiellement des granites ou des granitoïdes de la famille des granites. Les roches de la croûte océanique. Alors, je vais en profiter puisque ce matin, on a fait notre petite classe virtuelle et on a parlé des pilolavas. Alors, je vous ai remis, vous voyez en haut à gauche pour vous, des pilolavas, une image de pilolava que vous avez donc dans votre livre. On voit bien hein, que c'est rond parce que quand la lave sort, eh bien, elle va sortir un peu comme un tube de dentifrice dans de l'eau, et puis le tour de la lave va très vite se figer, ça fait comme une croûte de verre, et du coup, ce qui pousse en dessous, ça va garder une structure comme ça arrondie, qui va de temps en temps se déchirer et donner plusieurs structures arrondies. Ce sont les pilolavas. C'est caractéristique de la mise en place d'une roche volcanique dans un milieu océanique. C'est ce qu'on a trouvé en haut du Chenaillet, donc qui nous fait dire qu'il y avait un océan dans les Alpes. Donc les pilolavas, des basaltes. En dessous, on a des gabbros, si vous voyez la coupe, et à la fin, on a aussi des serpentinites, qui sont des roches un petit peu métamorphisées. Et puis, on a aussi, en surface de cette croûte océanique, basalte gabbro, on a aussi des sédiments, des argiles, c'est-à-dire qu'on a une pluie de sédiments continuelle dans les océans et que ça s'accumule en couches sur les fonds océaniques. Vous avez aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin de trop en classe virtuelle, vous avez aussi une petite carte là et vous voyez une sorte de cicatrice au milieu de l'océan Atlantique. C'est la dorsale médio-atlantique. C'est donc en fait cette fameuse chaîne de volcans qui va libérer le gabbro et le basalte et qui va être à l'origine de la naissance du plancher océanique. Alors revenons à la roche majoritaire de la croûte continentale, le granit. En voilà un exemple en roche entière, un échantillon de roche. Alors surtout, on ne dit jamais un caillou, hein. Vous arrivez en terminale avec un petit peu de géologie, même si vous avez des excuses parce que c'est le confinement, jamais, jamais, jamais de cailloux. Hein. Faudra jamais les dire. Il y a des farceurs qui vont s'en charger, mais surtout pas. Donc ici, vous voyez qu'on a une roche qui est très compacte, qui est grenue. Elle a une texture grenue, on voit les petits grains. Alors déjà, on peut voir des petits grains noirs qui sont du mica, et on voit des plages blanches, vraiment blanches, c'est du feldspath plagioclase, et puis qui forment comme des grains de gros sel, ça va être le quartz. Donc dans le granit, il y a surtout du quartz, mica, feldspath, plagioclase. On va aller voir ça en lame mince. Donc voilà la lame mince de ce granit. On l'a vu ensemble aussi quand on a corrigé le TP, mais j'y reviens. C'est vraiment très important que vous connaissiez ces trois minéraux particuliers. Je rappelle que c'est une roche magmatique plutonique. Le granit s'est mis en place en profondeur, donc il a entièrement cristallisé, comme vous avez vu en enseignement scientifique. Les atomes ont eu le temps de s'arranger géométriquement et forment des cristaux. Alors certains, ce sont juste des atomes de silice et d'oxygène, ont formé du quartz. Alors vous avez vu, je vous ai mis plusieurs exemplaires. Alors si vous légendiez une coupe, une lame mince de granit, vous mettez une seule flèche évidemment, il suffit de trouver un minéral vraiment caractéristique et représentatif. Là je vous en ai mis plusieurs parce que comme on ne peut pas tourner la platine, vous ne pouvez pas voir les changements de couleur des minéraux, puisqu'on n'est pas en TP, et que vous n'en aurez peut-être des TP que l'année prochaine. Donc je vous ai mis 3 couleurs de quartz que le quartz peut prendre quand il tourne sur la platine. La couleur va changer, il va donner du gris clair, du gris foncé, du noir, vous voyez. Et ça ressemble à des grains de gros sel, ça n'a pas vraiment une forme géométrique particulière, hein. C'est pas un hexagone,
on dit qu'il est polymorphe, et puis il ressemble à du gros sel, d'accord? Ensuite, vous avez du mica. Alors le mica, je vous ai dit, ça ressemble à du caramel, hein, et il a des petites stries comme si ça avait été un petit peu un carambar un peu étiré, d'accord? Donc le mica, là aussi, je vous ai mis 3 flèches parce qu'il peut avoir 3 couleurs un peu différentes en fonction de comment vous tournez la platine, hein, comment il est par rapport au filtre de polarisation, puisque là, nous sommes en lumière polarisée et analysée, donc avec les 2 filtres de polarisation perpendiculaire. Il faudra revoir ça en TP. Et vous avez aussi des pages de méthodologie dans votre livre pour comprendre comment fonctionne le microscope polarisant avant d'arriver en terminale. Donc le mica, soit complètement marron comme vous l'avez à gauche, soit presque orangé, soit presque jaune. Ici c'est de la biotite, c'est un mica noir. Il y a plusieurs types de mica. Mica en fait ça représente une famille de minéraux. Donc il y a de la biotite, il y a de la muscovite, c'est du mica blanc, etc. Bon, si vous savez mica, c'est déjà très bien parce que dans le granit, parfois il y a plusieurs types de mica. Il y a du mica blanc, du mica noir. Si vous connaissez quartz mica, ça me va parfaitement. Donc il est marron et en plus il est marron à l'œil nu aussi, enfin à l'œil nu. Si on regarde la lame comme ça, à la lumière vraiment naturelle, il est marron. Si on regarde en lumière naturelle, en lumière polarisée non analysée, ce qu'on appelle faussement la lumière naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul filtre, on verra aussi qu'il est marron, donc il est très facile à reconnaître. Et enfin, celui qui est le plus facile à reconnaître et que vous allez trouver dans le granit, le basalte et le gabbro, c'est le feldspath plagioclase. Votre nouvel ami, il ressemble à un code-barre, hein, il est zébré et en plus, les petites lignes colorées, eh ben, elles changent, donc les noires deviennent blanches et les blanches deviennent noires quand on tourne la platine. Extrêmement facile à reconnaître. Les roches majoritaires de la croûte océanique maintenant, le basalte et le gabbro. Donc un échantillon de basalte, on voit que quelques cristaux à l'œil nu, hein, ce sont les phénocristaux, phéno qui se voient, et le reste, eh bien, on n'arrive pas à distinguer les cristaux, c'est une texture microlithique. Tandis que pour le gabbro, on a tous les cristaux qui sont visibles à l'œil nu, c'est une texture grenue. Ce sont les mêmes minéraux dans le basalte et le gabbro, puisque c'est issu du même magma. Donc on va trouver des phénocristaux, alors c'est un peu décalé mes flèches, mais bon, on voit du basalte, toujours en lumière polarisée et analysée, donc les 2 filtres de polarisation qui sont perpendiculaires. C'est une roche magmatique volcanique, donc la lave est arrivée en surface, la cristallisation s'est faite très rapidement, donc on a du vert qui est en noir. Je vous ai mis 3 flèches là pour voir du vert. On le voit très bien sur cette lame là. Parfois on devine qu'il y a une patte, mais c'est difficile de vraiment de mettre la flèche précisément où il y a du vert. Ici ça se voit très très bien, hein. Vous avez des phénocristaux, ici c'est probablement du pyroxène. Je vous ai dit que pyroxène et olivine, c'est pas toujours très facile de les distinguer l'un de l'autre. En général, l'olivine est beaucoup plus craquelée, avec des craquelures épaisses par rapport au pyroxène. Et enfin, les microlithes de feldspath plagioclase. Et vous voyez que là, on a des bandes blanches et des bandes noires qui sont en longueur comme ça, qui forment des petites baguettes. Ce sont les microlithes. Alors, microlithique, vous avez vu, j'ai mis le H entre parenthèses. On peut mettre le H ou pas. Pareil pour microlithe, vous pouvez mettre le H ou pas. Ça vient de lithos, roche. Donc, ce n'est pas une faute d'orthographe. Vous pouvez le mettre ou pas. Donc, texture microlithique parce qu'on a des petits cristaux et puis des cristaux plus gros dans une pâte de verre. Là, la mince de gabbro, les mêmes minéraux, le pyroxène, un petit peu craquelé, l'olivine, vous voyez, avec des craquelures vraiment, j'en ai mis 2 là, très importantes. Le minéral bleu au centre, c'est certainement aussi une olivine, très craquelée avec des craquelures très épaisses, beaucoup plus épaisses que le pyroxène. Le pyroxène, on a plus des petites fines, des petites craquelures, c'est même pas des craquelures, c'est des petites failles comme ça, des petites fissures fines, hein. Et le feldspath plagioclase, toujours très facilement reconnaissable. Donc voilà, très facile à reconnaître. C'est pyroxène, olivine, feldspath plagioclase. S'il n'y a pas de quartz, c'est du gabbro. Vous ne pouvez pas trouver du quartz dans du gabbro. D'accord ? De la même façon, vous ne pouvez pas trouver du pyroxène et de l'olivine dans le granit. Ce sont les 2 erreurs à ne pas faire.